S'il y a des premières années parmi nous, je vous invite à être attentif car le premier choc risque de vous plaire. Vous retrouverez d'un côté un amoureux des mots, un fan de Dalida, et oui, il en existe encore, et un adepte de Romain Gary. Il est surtout lauréat 2020 en plaidoirie civile et a intégré l'association en ce début d'année, j'ai nommé Jacques de Crécy. Pour lui faire face, une personne aussi brillante que dynamique. Elle s'est hissée jusqu'à la demi-finale de l'édition 2020 du concours dans la catégorie plaidoirie civile et a également rejoint l'association en ce début d'année, Chloé Bourron. Vous l'aurez donc toutes et tous compris, ces deux fleurons de l'éloquence s'opposeront sur un sujet de plaidoirie civile. Il est le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Sa seule étoile est morte et son lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, cette description du Distinct Shadow pourrait être celle d'Alex Ténué, un homme qui eut l'audace, l'insolence, que dis-je, l'affront d'avoir cru un moment à son bonheur. Monsieur Alex Ténué était ce qu'on peut appeler un homme en perdition, errant depuis de longues années dans un désert sentimental des plus affreux, croyant en chacune de ses relations avoir trouvé une oasis de félicité pour finalement s'apercevoir souvent trop tard qu'il ne s'agissait qu'un de ces nombreux mirages que le soleil aime tant former pour tromper le désir humain. Malgré cela, à l'image du bédouin, Alex Ténué ne désespère jamais de trouver à chacune des dunes impressionnantes qu'il eut à franchir ce qui devait rassasier sa soif d'amour et de bonheur. Il crut à la fin de son calvaire en voyant une émission de télé-réalité, une bague au doigt au premier coup d'œil. Émission de télé-réalité arrangée avec ce qui fait la gloire du patrimoine français, aux côtés de l'œuvre cornélienne ou de l'œuvre proustienne, notamment par cette phrase qui marqua toute une génération. Non mais allons quoi? Le but de l'émission, épouser quelqu'un que l'on rencontre pour la première fois le jour de la cérémonie. Monsieur Alex Ténué, en regardant Madame Emanix, fut subjugué du premier coup d'œil. Elle était d'une incroyable beauté. Il la regardait avec émerveillement, ce petit trésor du jardin d'Éden. Et en bon Horatien, il cueillit la rose de sa vie et alla à la mairie dire oui. Les premiers mois furent des plus intenses. Il l'aime à mourir, elle a gommé les horloges du quartier, elle a fait de sa vie des cocottes en papier, enfin bref, elle l'aime à mourir. Leur vie aurait pu être une éternelle idylle si les choses ne s'étaient pas commencées à gâter, ne s'étaient pas gâtées. Dans La Belle et la Bête, le prince est au début un affreux monstre qui s'avère être un prince charmant. Dans l'histoire qui nous intéresse, c'est l'exact contraire. Emanix, au début, joua le rôle de la femme parfaite dans les premiers temps de son mariage et crut bon pouvoir à présent montrer son vrai visage. Et quel visage? Celui d'un monstre d'égoïsme, tyrannique, ne voyant que dans la noble institution du mariage qu'un moyen comme un autre d'exprimer sa tendance autoritaire. En effet, M. Alex Ténué, qui, soit dit en passant, n'a jamais rien demandé à sa femme, s'est retrouvé du jour au lendemain obligé de se conformer au modèle de mari parfait que lui astreignait son épouse. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé obligé de suivre le dictat de sa femme, obligé d'avoir des relations sexuelles, un rythme insoutenable, ce qui, au début, pour lui, était un plaisir du mariage, en devint rapidement le symbole de l'horreur. Le choix fut sans doute dur, mais à l'enfer, Monsieur Alex Ténué préférait retourner à son enfer. C'est pour ça que, membres du tribunal, nous vous demandons la nudité. La nudité qui est fondée dans l'article 182, alinéa 2 du Code civil, qui dispose que peut être fondé à demander une nudité, soit lorsqu'il y a eu erreur sur la personne de la part de l'autre époux ou sur ses qualités essentielles. En l'espèce, en effet, M. Alex Ténué a bien commis une erreur sur Emanix.
Celle-ci souffre d'hypersexualité, maladie de trouble mental reconnue par l'OMS en 2018, qui peut se définir comme un manque constant et rapide, comme un comportement sexuel humain qui se traduit par une recherche continue et constante du sexe. Si M. Alex Ténué, encore une fois, était ravi de cette situation au début, il s'en est très vite lassé. La jurisprudence, dans un arrêt du 19 juillet 1970 et dans un arrêt du 18 juin 1975, a déclaré que les troubles psychiques pouvaient en effet constituer une erreur sur la personne. C'est pour cela que nous vous demandons la nullité. Alors, ma contradictrice s'emploiera à vous démonter mon raisonnement à coups de jurisprudence, d'articles de loi ou de doctrine. Mais cela ne servirait à rien. Pourquoi? Quelle est sa solution? Je vous le demande. Le divorce? Ne vaut mieux-il pas fermer cette parenthèse des plus fâcheuses? Monsieur Alex Ténué, lui, en tout cas, le veut. Ou peut-être veut-elle tout simplement le maintien de son mariage? Mais ce serait pire. À l'heure où le féminisme passe au statut d'idéologie, à celui de valeur, de principe, à l'heure où la femme a pu enfin s'émanciper du dictat patriarcal, où elle a pu s'extirper du rôle qu'on lui avait assigné. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurys, et même vous, chers adversaires, je me demande et vous interroge, laisserez-vous un homme étouffé dans le carcan où on l'enferme? Monsieur Alex Ténué ne veut plus de relations sexuelles avec sa femme. Il n'en veut plus. Mais de par sa maladie, cette envie d'avoir des rapports sexuels tous les soirs est un besoin insatiable qui la dévore de l'intérieur. Monsieur Alex Ténué, pour l'instant, s'efforce de répondre aux besoins de son épouse. Mais le jour où il ne voudra plus, et que celle-ci, par ce besoin qui la dévore, encore une fois, voudra, cela ne s'apparente-t-il pas à un viol? Laisserez-vous un viol se commettre? Car un jour ou l'autre, je vous l'assure, son consentement sera mis à la trappe. Monsieur Alex Ténué et Emmanix sont tous deux malheureux. Leur situation matrimoniale ne leur convient guère. Monsieur Alex Ténué ne veut pas vivre dans cette sorte de dictature qu'est son mariage. Quant à Emmanix, elle doit le savoir, jamais elle ne pourra se trouver satisfaite par son mari. Tous deux sont malheureux. La nullité est le seul dénouement possible à cette tragique histoire. Pour monsieur Alex Ténué, le choix n'a été guère évident. Sans doute renonce-t-il peut-être là à son unique chance de connaître une fois encore le bonheur. Mais monsieur Alex Ténué est là devant vous, lassé, blessé, le cœur plein d'amertume, tentant de panser ses plaies et de recueillir les larmes de ce visage émacié par la douleur. Il vous montre ces stigmates d'une relation éprouvée pour vous dire qu'une seule chose, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, il n'y a pas d'amour heureux. Alors, merci, Monsieur de Crécy. Mademoiselle Bourron, c'est à vous. Elle se prépare, inquiète et impatiente, car elle sait que son cœur transparent, pour lui seul, cessera d'être un problème. Et les moiteurs de son front blême, lui seul saura les rafraîchir. Elle lisse sa longue robe blanche et son cœur palpite. Bientôt, ses mains rejoindront les siennes. Sera-t-il blond, brun, roux? Elle l'ignore. Elle imagine son nom doux et sonore. En entrant dans la mairie, elle se dit « Nom de Dieu, tout bouillonne à l'intérieur de moi. Je ne t'ai pas encore rencontré, mais tu me fais déjà croire que tout est possible. » Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, ayant la seule vérité sur cette affaire, je vais mettre les pieds dans le plat et vous la présenter telle qu'elle est.
car on nous a raconté des salades. Monsieur Alex Ténué a l'impression que les carottes sont cuites en amour et fait chou blanc malgré de nombreux essais. Ainsi, c'est avec la banane que ce cœur d'artichaut appuie sur le champignon et s'inscrit volontairement à une émission télévisée afin de trouver son âme sœur. Mais voyez-vous, monsieur le président, madame, messieurs du jury, cette émission télévisée vise à vous marier à une personne choisie par des experts suite à de minutieux calculs. Et là, la magie opère. Oui, si c'est le père de monsieur qui lui a donné un cœur, c'est bien Emma qui le lui a fait battre. Oui, dans leur monde, l'amour est roi, l'amour est loi. Oui, il n'aurait jamais imaginé pouvoir être à ce point hanté par une voix, par un coup, par des mains. Elle avait des yeux où il faisait si bon vivre qu'il n'a jamais su où aller depuis. Mais la relation avance et des nuages viennent en assombrir l'horizon. Les jours passent et se ressemblent. Alex se dit déçu et juge que la vie conjugale se conjuguerait au passé. Emma en est inconsolable. L'idée de la séparation vient brûler son cœur comme un mégot qui lui brûlerait la peau. Monsieur, lui, demande cette nullité sur le fondement de l'erreur sur les qualités essentielles et n'est absolument pas fondé à le faire. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, le mariage, au sens de l'article 146 du Code civil, ne peut être valide que par un consentement libre et éclairé des parties qui s'engagent. Or, l'erreur, c'est-à-dire la croyance erronée de la réalité, vicie le consentement. L'article 180, alinéa 2 du Code civil, prévoit ainsi que s'il y a eu erreur dans la personne ou sur ses qualités essentielles, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. La jurisprudence a défini les qualités essentielles selon les critères cumulatifs. D'une part, un critère objectif, la qualité doit être essentielle, conformément aux usages, à l'opinion commune et à l'institution du mariage. Des exemples, la santé physique et mentale, les croyances religieuses ou encore l'honorabilité du conjoint. La prétendue hypersexualité ou une volonté de contrôler l'autre sur sa coupe de cheveux ne constitue aucunement une erreur objectivement essentielle. La teinture blonde n'a jamais réussi à personne et on ne divorce pas pour autant dès que son conjoint souhaite ressembler à un chanteur de K-pop. D'autre part, l'erreur doit être déterminante du consentement de l'époux. La Cour de cassation vient réaffirmer cela dans un arrêt du 2 décembre 1997. Ainsi, il faut avoir expressément précisé qu'en connaissance de cause, il ne se serait jamais marié. Mais M. Ténué n'a aucunement parlé en amont des problèmes évoqués maintenant. Contrairement à un certain constitutionnaliste français, Emma, elle, lui avait demandé avant s'il était consentant. Il avait accepté l'aléa du mariage. Vous voyez très bien, monsieur le président, madame, messieurs du tribunal, que mon contradicteur vous dit des nigauderies. C'est une situation de divorce ici. D'ailleurs, la Cour de cassation, le 19 janvier 2012, se prononce sur une situation similaire d'excès sexuel pour un divorce. Puis bon, entre nous, affubler une potentielle faute d'hypersexualité après en avoir profité pendant des mois, c'est un peu facile et c'est lâche aussi. Lorsqu'un acte est déclaré nul, on considère que juridiquement, il n'a jamais existé. On vient faire coïncider le droit à la situation de fait. Quid des mois passés ici? Quand ça ne va plus dans un couple, que l'on ne désire plus l'autre, qu'il nous insupporte, eh bien on arrête. On a le droit de se tromper, mais ça ne veut pas dire que ça n'est jamais arrivé. Non mais bien sûr, on compatit. Moi aussi, j'aimerais oublier ma première tentative de frange au confinement, la note de ma première disserte en admin, ma première galette, et je ne parle pas de celle des rois.
Et si, finalement, tout cela n'était qu'une vile machinerie prévue afin de ne pas demander le divorce? C'est la prestation compensatoire qui effraie. Le partage des biens peut-être. Le jugement dernier. La partie adverse s'est lourdement fourvoyée ici sur le moyen de droit à invoquer. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, je demande donc, à titre principal, le rejet de la demande de nullité de mariage. Et à titre accessoire, la prise en charge des frais irrépétibles d'une valeur de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Nous n'allons quand même pas payer pour une absurde et cupide erreur de droit. Elle se prépare, inquiète et impatiente. Après avoir vu son cœur piétiner, Emma est prête à le laisser s'en aller. Son ancien amour a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Ses mains ne rejoignent plus les siennes et elle se dit: dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, je serai mon ultime soutien et laisse mon cœur entre mes mains.